Hello à toi, alors bienvenue sur Enjeu Belgique, le podcast qui va te parler politique en faisant du gaming. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Maxime Timmermans. Salut Maxime. Salut, comment tu vas ? Merci à toi d'être venu. Avec Et plaisir. je vais toujours très bien. Alors aujourd'hui on va tester FIFA. C'est le jeu avec lequel tu voulais... C'est pas le meilleur jeu, enfin pas le jeu où je suis meilleur, mais en tout cas par rapport à Mario Kart, c'est vrai que c'est pas mon truc. Ok, bah, on verra. Moi, ça fait longtemps. Tout de suite, les excuses, mais voilà, donc on verra. Mais excusez mon niveau. Je suis pas nécessairement le plus chaud à FIFA. En tout cas, pour sûr, bah, Maxime, en gros, est élu au pouvoir local flamand. Ouais. Donc, du coup, ça fait quoi ? Je me suis toujours demandé, ça fait quoi d'être un jeune élu chez les Flamands en étant francophone initialement, bien que tu sois bilingue ? Ben déjà, on se sent toujours exclu. Déjà, il y a ce sentiment-là un peu en fait où, ben vu qu'on est en tant que francophone, peu importe ce qu'on souhaite amener, on sera toujours mal vu, mal perçu, mal aimé en fait. Alors que ben moi qui ai toujours vécu en Flandre, c'est très frustrant en fait, parce que j'ai vécu 21 ans à Bercel, j'y suis là depuis même plus longtemps que certains d'autres élus des partis flamands, et ils me considèrent eux moins bercelois enfin ils me considèrent moi moins bercelois que eux, ce qui est assez frustrant en fait. Mais malgré ça, moi voilà, c'est leur point de vue. On reste dans la bonne construction avec notre liste. On continue à apporter des points. On essaie en tout cas de participer à la bonne gouvernance en fait du pouvoir local, d'assurer en fait la démocratie parce que justement notre identité de base, on était là pour assurer la présence francophone. Mais notre combat se pousse à plus. Enfin moi en tout cas, mon combat en périphérie est plus que simplement juste simplement francophone. Donc on assure la bonne gestion de la démocratie et en tout cas on essaye d'intégrer en fait les francophones au travail commun en fait à la bonne gestion en fait, de la commune parce que dû à leur politique que certains partis mènent dans les pouvoirs locaux, ils excluent parfois même pratiquement un tiers, presque la moitié en fait des habitants. Ici à Bercel ou même Sint-Pietersleeuw, on est à plus, alors à Sint-Pietersleeuw durant les derniers sondages, on est à plus de la moitié qui sont francophones. Okay. Donc il y a vraiment une volonté de couper la moitié des habitants à la vie de la commune en fait, au projet commun, et c'est ça qui est triste. Donc c'est notre ambition. Je sais que certains Flamands aussi se disent un peu à un moment il faut un peu stop au communautarisme. On a le soutien de certains Flamands également qui disent il est important d'apporter en fait un message de bilinguisme, d'importance là-dessus, et c'est ce qu'on va mener. C'est clair, voilà. Surtout qu'on parle d'un seul et même pays en soi. Ça peut critiquer parfois. Ouais, ça, on doit parfois passer outre ces combats linguistiques, tout bien qu'ils existent et qui provoquent, et on en parlera très certainement, pas mal de désagréments pour les citoyens surtout, et les minorités très souvent. Donc là, on va lancer la partie. On va être l'un contre l'autre. Premièrement, l'un contre l'autre et pour une fois. Pour une fois, alors... match classique. Alors là, vu que j'ai pas Mario Kart pour le refaire, mais je le referai quand même, je pense que l'équipe que tu vas choisir indique beaucoup sur ta personnalité. Mais je pense qu'on va jouer on va faire un petit derby bruxellois. Bruxellois ou belge ? On peut faire un derby belge. Peut-être bruxellois, c'est vrai. On commence par bruxellois, et puis après, moi, il y a une équipe qui sera toujours dans mon cœur, évidemment... Ça reste Anderlecht. Ah ouais. Donc non, ça, les mauves, d'accord. Mauve et blanc, ça restera toujours dans mon cœur. Moi, j'adore les méritants. Et honnêtement, l'Union Saint-Gilloise, cette année, nous en a montré les méritants, ça commence déjà à clash. Ok. Attends, on va mettre le petit réglage pour pas que ça dure trop longtemps. Une petite 2 fois 5 minutes. 5 minutes, c'est bien. Voilà. Gestion d'équipe, on va pas aller dans les détails. Non. Voilà, on est go. Kylian. Tototom. Mais donc tu disais que c'était pas nécessairement simple en tant que jeune élu francophone en région flamande. Et je voulais un peu savoir, parce que tu as fait mention du fait que les minorités sont assez souvent mises à l'écart, qu'il y avait parfois, en fait, pour le dire clairement, une forme de politique nationaliste qui était mise en place à l'encontre d'autres Belges, donc finalement d'un même pays mais d'une autre langue. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Est-ce que tu as des exemples justement dans l'actu qui t'ont démontré qu'en fait véritablement il y a aujourd'hui un véritable conflit ? Déjà, je commencerai par parler de nationalisme en citant Romain Gary qui disait que le patriotisme c'est d'abord l'amour des siens et le nationalisme c'est d'abord la haine des autres. Et c'est vraiment ce qu'on remarque en fait dans la politique flamande, c'est malheureusement vraiment une réelle haine en fait de tout ce qui est non flamand. Okay. Et c'est ce qui est en fait un peu triste parce qu'au final, comme je disais tout à l'heure, là tout de suite, ils coupent vraiment presque la moitié de certains habitants de la commune
au projet commun en fait. Donc là par exemple encore dernier projet qui a eu lieu, c'était au Parlement flamand. Ils ont lancé un décret qui s'appelle Wonen in Streek. Okay. En fait ce décret a déjà été mis en place il y a environ, allez, je pense que c'était en 2009, et des élus FDF de l'époque avaient déjà essayé de contrer et avaient fait un recours par rapport à ça. On avait gagné et c'est en fait le but de ce décret-là, c'est en fait de donner la possibilité aux différentes communes de pouvoir Attends, je suis déconcentré là. De pouvoir en fait. C'est difficile de jouer en temps. De pouvoir bloquer en fait des biens immobiliers, que ce soit des maisons ou des terrains, pour uniquement des personnes qui sont de la région. Okay. Donc ça veut dire que, par exemple, si toi, d'ici quelques années, tu veux venir vivre en périphérie, eh ben, tu peux te faire refuser l'achat d'une certaine maison parce que la commune a décidé de bloquer ce bien uniquement pour les personnes qui sont de la région. Donc, que ce soit uniquement de la région flamande, évidemment, parce qu'en périphérie bruxelloise, où la demande immobilière est assez grande, enfin assez importante, complètement. Ben, en fait, ils veulent vraiment bloquer un maximum cet aménagement, enfin cette augmentation démographique francophone de la périphérie en bloquant et en gardant tous ces biens uniquement pour les Flamands. Parce qu'ils ont peur de voir beaucoup de francophones arriver et changer la population. Parce que Bruxelles s'étend, ça c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens de la Bruxelles viennent vivre en périphérie et c'est tout à fait normal, on le voit et je comprends. Enfin, moi qui vis en périphérie depuis maintenant 21 ans, c'est un cadre vraiment qui est très agréable et j'aime beaucoup. Surtout que j'ai toujours vécu là-dedans, petit goal. Allez hop. Oh lolo, ok, ça va. Moi qui ai toujours vécu là, en fait. Voilà, moi je trouve ça important qu'on puisse travailler sur le bien commun, qu'on peut travailler sur un projet commun en fait, entre flamands et francophones. C'est clair, mais t'as pas l'impression également que typiquement pour le fait que beaucoup de Bruxellois vont vivre en périphérie, c'est parce qu'en fait déjà dès le départ la région flamande a mis en place un cadre attractif d'un point de vue immobilier qui fait qu'en fait la classe moyenne bruxelloise va en masse aussi en périphérie et avant aussi dans le BOE mais principalement aussi en périphérie pour ça et aujourd'hui ils se disent ah oui mais enfin, tu vois, parce que de base, en fait, il y a une sorte de concurrence, on va dire déloyale, une concurrence entre les régions qui est parfois pas nécessairement des plus... comment dire ça ? Je sais pas, c'est un peu... Enfin, c'est questionnant pour un étranger, disons quelqu'un qui n'est pas en Belgique, de se dire, en fait, on a 3 régions différentes avec typiquement un endroit où on a 3% de taux... de l'autre côté on en a 12 et à Bruxelles on a les trucs d'abattement, les taux d'abattement donc tu vois c'est pas nécessairement c'est ça en fait un peu ce que parfois les sites flamands dénoncent, ce que je comprends c'est justement en fait c'est le fait que la Flandre soit peut-être plus attrayant mais c'est pas pour une raison non plus qu'il faut en fait conformer chaque personne à l'identité flamande. Okay. Donc toi, alors, moi je suis bilingue, le bilinguisme a toujours fait partie de ma vie, j'ai fait une partie de ma scolarité en néerlandais, j'ai aucun problème à me communiquer en néerlandais. Enfin voilà, justement en tant qu'élu en tant qu'élu conseil communal, mes interventions je les fais en néerlandais en fait. Mm-hmm. Donc je suis toujours, là je parle toujours néerlandais quand je vais aller dans les commerces locaux, je parle néerlandais, j'aime parler néerlandais, j'ai fait une partie de mon cursus universitaire en néerlandais aussi à Gand. Et franchement, voilà, j'aime ma culture bilingue, j'aime pouvoir parler les deux, et je trouve que justement, c'est ça qui rend un peu ce message encore plus aberrant. Parce que je me dis, comment est-ce que ces gens-là peuvent continuer à dire que je ne suis pas légitime pour vivre ici. Excuse-moi, 2-0. Attends, c'est pas fini. En fait, c'est ça, parce que c'est un peu ça la frustration, et que certaines personnes se disent je suis dans mon propre pays et je me sens pas accueilli. Mm-hmm. Il y a des gens qui viennent vivre en Flandre et qui se disent je suis quand même. T'imagines, je sais pas, tu vas vivre dans une région en France, je sais pas, un Marseille qui va vivre, qui va aller vivre, je sais pas, comme ce qu'on avait avec Bienvenue chez les Ch'tis, où il va dans le nord, mais il est toujours accueilli. Mm-hmm. Quelqu'un du sud de la Belgique devrait pouvoir venir vivre dans le nord et inversement, et se sentir accueilli. Et surtout en plus, ce qu'on voit, c'est que au Parlement flamand, il y a beaucoup d'attaques, et c'est malheureux parce que cette législation-ci, il n'y a plus d'élus francophones au Parlement flamand. Donc il n'y a plus au moins une personne qui s'assure de la bonne gestion des communes à facilité et en fait, de la valeur démocratique que notre pays doit respecter. Il n'y a plus aucun élu francophone, et du coup, il multiplie les différentes actions contre les communes à facilité. Et tu ne verras jamais un député wallon faire la même chose pour les communes à facilité flamandes en Wallonie. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment... qui montre toute l'aberration et toute vraiment la politique néfaste et divisionnaire en fait que la NVA et que le Valence Belang mène depuis des années.
on le voit très bien et ça devient vraiment de plus en plus triste, mais c'était presque beau ça. Mais c'est ça qui est de plus en plus triste et qui est assez frustrant. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux te lever le matin et te dire je vais m'investir en politique pour réduire les droits de certains. Parce que c'est ce qu'ils font. Hein. Mais c'est parce qu'il y a vraiment finalement cette perspective nationaliste, disons-le, de la communauté flamande qui se considère comme étant finalement un autre État dans l'État. C'est ce qu'ils veulent faire, c'est du confédéralisme, c'est pouvoir jouir des bienfaits en fait d'être indépendant sans devoir en fait payer les conséquences. Sans devoir payer les conséquences. Par exemple, un combat que Défi mène depuis quand même assez longtemps, c'est le respect en fait des conventions cadres les conventions cadres des minorités nationales. Donc c'est la ratification et en fait en gros c'est juste pouvoir reconnaître en fait que en Flandre il y a une minorité francophone et même autre que francophone, parce qu'au final, Défi avec FDF avant, c'était beaucoup porté sur le combat de la défense des francophones, mais actuellement, il y a vraiment un autre combat qui est la défense des minorités en général. En général, c'est ça, il y a une convergence. C'est ce que nous, en tout cas maintenant en périphérie, avec les différents élus, c'est ce qu'on mène de plus en plus. C'est vraiment un respect, en fait, ça dépasse en fait juste la langue, c'est vraiment une question de... C'est un des principes fondateurs aussi de la démocratie, quoi, de respecter entre guillemets les minorités, ça fait partie complètement. Je suis complètement absorbé par le jeu, j'arrive pas à faire les deux en même temps. Donc là, j'écoute complètement ce que tu me dis, mais donc du coup, je ramasse 2 buts. C'est pas une excuse. Et deuxième mi-temps, t'inquiète. Et à deuxième mi-temps. Et pourtant, on y vient également parce que c'est vrai que c'est pas reconnu la discrimination linguistique au niveau de l'UNIA justement. J'avais une discussion avec une représentante de l'UNIA. Durant un débat qu'on avait organisé, ouais. En effet. Et ça aurait pu être intéressant, ça permettrait véritablement beaucoup de choses, je pense, de reconnaître cela comme étant une véritable base, c'est comme ça que je m'étais lancé moi en politique, c'était dû à un problème linguistique par rapport à mon permis de conduire, où la Flandre avait refusé l'octroi de mon permis de conduire. Or, c'est d'ordre fédéral. C'est une histoire... Raconte-la nous un peu. Ok. En gros, donc j'avais 18 ans. Moi, j'étais du coup à ce moment-là en école secondaire à Waterloo. Je vais à l'auto-école de Waterloo en disant voilà, écoutez, j'aimerais passer mon permis de conduire. J'ai réussi mon permis de conduire théorique. Mais habitant en Flandre, une femme, écoutez, faites attention parce que maintenant que vous habitez en Flandre, le temps d'attente entre le permis théorique et pratique, c'est minimum 9 mois d'attente. D'accord. Alors qu'en Wallonie et à Bruxelles à l'époque... Ne tire pas s'il te plaît. Ah là là, t'as tiré sur un amateur. Et alors qu'en Wallonie et à Bruxelles, c'est 3 mois. Okay. Donc moi je me dis ok d'accord, déjà le seum, je vais attendre 9 mois au lieu de 3. J'appelle ma commune qui me dit écoutez, si vous passez en Wallonie ou à Bruxelles, vu qu'il y a une loi qui autorise n'importe qui à passer son permis de conduire ou son contrôle technique partout en Belgique, vous passez sous loi wallonne. Surtout que l'octroi du permis de conduire, c'est d'ordre fédéral. Donc je dis bon ok tranquille. Je prends mes heures en Wallonie alors, parce que même si j'habite en Flandre, je suis quand même plus à l'aise de passer mon permis comme un truc assez stressant. Je suis plus à l'aise de le passer du coup en français. Je passe mon permis de conduire pratique après 4 mois en Wallonie et je le réussis, je suis ok, c'est tranquille. Je vais à la commune, il est 10h du matin, je dépose mon permis, je dépose mon attestation de réussite. Je retourne à l'école, je fais putain les gars, j'ai réussi mon permis. Normalement fin de semaine j'arrive avec ma voiture parce que ma voiture était déjà sur le parking. J'avais acheté ma voiture et je te rends tout fier quoi. Je rentre des cours, 16h30, la commune qui m'appelle, Monsieur Timmerman du Conflamand. Monsieur Timmerman, excusez-nous mais vous allez devoir venir rechercher votre permis votre attestation et encore attendre au moins 5 mois. Ok. Ouais parce qu'en fait parce que j'avais pas respecté les 9 mois de délai. D'accord. Et sauf que en fait c'était là le micmac un peu belge parce qu'en fait la loi régionale n'était pas au-dessus de la loi fédérale. La liberté de pouvoir passer son permis de conduire et ça a vraiment mis un gros malaise au sein de l'institution belge qui a vraiment carrément c'est passé jusqu'au Conseil d'État. D'accord. Où ça a été d'ailleurs été mis en ma faveur et du coup la Flandre refusait le fait que de m'octroyer mon permis de conduire alors qu'il ne pouvait pas. Et c'est face à ça où tu t'es dit non, il y a un vrai problème. Déjà là je me suis dit c'est quand même dingue de me refuser mon permis de conduire alors que légalement je l'ai réussi. Et surtout que on avait réussi à avoir des documents où ils avaient donné le permis de conduire à des gens qui l'avaient réussi aussi dans les délais en dessous de 9 mois. Dont des gens encore la semaine avant moi. Quelqu'un avait reçu son permis de conduire le vendredi, moi je l'avais donné le lundi. Et en fait c'est ce week-end-là qu'il avait dit non les gars maintenant on stop. Mais sauf que du coup dans le conseil communal de Bercel, il y a M. Benwetz qui était à l'époque le ministre de la Mobilité flamande. Et Union francophone Bercel avait plaidé ma cause au conseil communal, qui malheureusement n'a pas été bien reçu. Et c'est là-dessus qu'en fait qu'ils m'ont dit écoute, t'es bilingue, tu t'intéresses à la politique, est-ce que tu veux te présenter aux élections? Et c'est comme ça que j'ai commencé et que je me suis intéressé. D'accord. Donc de base c'était sur la linguistique que je m'étais... Mais c'est intéressant de voir quand même le point d'origine. Attends, toutefois on va quand même changer, parce que là tu m'avais
il y a 3-0, donc la règle c'est 3-0, tu lâches la manette. Bon, là en l'occurrence on est 2, donc on va peut-être recommencer le match peut-être, ou alors changer des équipes. Ouais, mais si on va au national, je prends la Belgique. Ok. Mais du coup, en fait, de base, je m'étais je m'étais engagé sur la linguistique. Et du coup, j'étais avec Union francophone. Et en fait, il y a d'autres choses en fait en politique. Et surtout que se baser sur uniquement la langue, c'est quand même assez, on est assez fermé en fait. Après, c'est quand même intéressant de dire, de rappeler peut-être aux jeunes qui nous écoutent que la linguistique ça existe vraiment. Je pense que de par ton histoire, c'est déjà un cas très concret. Et puis même à Bruxelles, à Bruxelles, tu prends les administrations fédérales, il existe, et pas que, mais il existe une préférence linguistique. Et puis à côté de ça, forcément à Bruxelles, le cas bruxellois est particulier parce que nous, par exemple, on assure un quota pour les néerlandophones, qui n'est pas représentatif justement de la proportion de néerlandophones qu'il y a à Bruxelles, tu vois. C'est ça qui est dingue, c'est que les néerlandophones à Bruxelles ont plus de droits que certains francophones. Il me semble bien, reprends-moi si j'ai tort, mais que quand tu te présentes sur une liste flamande, tu as besoin de moins de voix qu'un élu francophone pour être élu. Complètement. Tu vois, t'imagines ça en périphérie, ce serait impossible. Non. Et justement, en fait, c'est ça un peu cette hypocrisie un peu que certains flamands ont, justement de la NVA, qui s'indignent un peu de ne pas avoir assez de droits à Bruxelles, mais qui par contre, dès qu'on parle de droits des francophones en périphérie, hop, ce sont les premiers à les détruire. Et surtout qu'à faire l'inverse. Justement à faire des actions pour les contrer. Donc, par exemple, le registre des langues, qui est un registre en fait, qui contient en fait, toutes les personnes francophones qui souhaitent avoir leur document administratif francophone, qui veulent aussi les avoir, et eux plaident pour supprimer ça en fait. Ouais. Donc en gros, ce serait donc supprimer des droits qu'on leur donne. Donc c'est vraiment, ils mènent des politiques pour réduire des droits des personnes. Complètement, les malveillantes justement. Mais voilà. C'est un peu de ça. C'est là où il faut démontrer que, en fait. Non, le linguistique, c'est pas un combat qui n'existe plus. Il existe, il est actuel, mais c'est juste que, et vous allez y être confronté à un moment. Il est actuel, je pense qu'on avait parlé il y a pas longtemps, mais il y a une jeune femme qui a subi en fait une violence par rapport à ça. Elle est arrivée, donc c'est une dame qui habite en Flandre, qui venait sur Bruxelles et qui prenait le transport en commun, donc le bus de l'Aisne, et qui s'est vue en fait, elle est arrivée, donc elle prend des cours néerlandais, donc elle fait l'effort pour apprendre le néerlandais, mais ses cours sont sur Bruxelles. Elle n'est pas encore assez à l'aise pour parler en néerlandais, donc elle arrive dans le bus de l'Aisne, elle dit bonjour, pas de réponse. Quand elle veut sortir du bus, quelques arrêts plus tard, le chauffeur ne refuse d'ouvrir les portes. Le bus était quand même arrêté pour prendre quelqu'un, donc cette jeune femme passe par l'avant du bus. Elle n'a même pas le temps de poser le pied par terre, que le bus avance déjà du coup avec la porte ouverte. La jeune fille s'est cassé le coude, elle s'est fêlé quelques côtes, et elle s'est retrouvée à devoir se relever avec le bus qui continuait, et elle par terre, quoi. Donc il y a vraiment, c'est ouf quand même. C'est vraiment dingue, et il y a vraiment de plus en plus de gens qui sont agressés. Enfin voilà, moi, vu que dans ma commune il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez flamingants, vraiment quand moi j'arrive, moi je suis mal vu, alors que je suis autant berceur que certains amis. Moi j'ai des personnes de mon entourage qui sont purement flamingants et qui juste par volonté de juste parce que je défends la minorité francophone se disent non mais vous devriez pas. J'ai raté mon penalty. Bon, je suis pas. On va éviter. C'est un coup de la région, c'est un coup de la NVA, ça. Ouais, c'est ça, ouais. mais du coup, non, c'est dingue de pouvoir voir en fait, tout ce qu'ils souhaitent amener et c'est assez désolant. Et surtout ce schisme, ces différences un peu qu'il y a sur Bruxelles et sur la différence de leurs actions. Non, c'est clair. Surtout que on a mentionné un nom de parti qui n'est pas nécessairement des plus favorables à l'existence même de l'identité bruxelloise, de la région bruxelloise. Et donc, c'est aussi important de rappeler peut-être à tout Bruxellois qui pourrait nous écouter là maintenant que, en fait, voter par exemple NVA, c'est voter la fin potentielle de la région bruxelloise. Et pourtant, je pense qu'on est tous attachés de la Belgique déjà pour commencer, mais dans un premier temps, dans la déstructure de notre État, parce qu'ils ont été également ceux qui ont déstructuré notre justice lorsqu'ils étaient au gouvernement fédéral. Ouais. Donc si on est attaché, personnellement je suis attaché, je me revendique bruxellois et c'est ce qui me renforce mon attache à mon pays et c'est pas du tout négatif, tu vois. Je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui par exemple ont aucun problème à se revendiquer bruxellois, surtout à l'étranger. Quand on voit d'autres bruxellois, on est très revendicateurs. Lors d'effervescence collective, là on est en train de jouer au football à FIFA, mais quand la Belgique joue pendant la Coupe du Monde, il y a cette effervescence collective qui fait qu'on est ultra patriote et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain, mais il faut aussi le susciter en dehors des effervescences collectives, ce patriotisme. Et c'est là un peu toute la difficulté avec des partis comme
je vais en profiter de fou malade. Ça, c'est ça, c'est la Belgique, tu vois, quand elle est unie, c'est ça. Ça fait ça. Ah, c'est de Brun, hein, Mais c'est un truc qu'il faut susciter, mais évidemment, aujourd'hui, c'est un peu le cadre politique n'est pas adéquat pour se faire, je trouve. Et le paysage politique, malheureusement, ne l'est pas. En fait, c'est un peu ce qu'on voit. Là, déjà, voilà, on le voit très bien dans la politique qui est menée depuis des années. Le confédéralisme, ce que ça nous a amené, un peu durant le Covid, tout cet ridiculisme avec qu'on avait 9 ministres. En fait, la santé. 9 ministres de la santé, ça mène en fait vraiment à déjà quelque chose que Défi dénonce depuis longtemps, ça amène à de la mauvaise gouvernance en fait. C'est ça, complètement. Finalement, l'inefficacité de notre État, et ça, qui est entretenue, hein, parce que malheureusement, après, c'est peut-être, on ne dira pas un lien, mais en fait, c'est presque visible, c'est entretenu par certains partis qui finalement, soit les uns ont abandonné la volonté d'avoir un État qui fonctionne, au profit d'intérêts électoralistes, et puis d'autres... Il était pas mal. Hein. Ouais. Et puis d'autres, tout simplement, entretiennent l'inefficience de notre État pour après pouvoir dire à leur électorat, oui, mais vous voyez, tout est de la faute d'un État belge, ça ne fonctionne pas, et donc il faut un État flamand, et puis voilà. Mais surtout que moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est quand je vois certains membres d'autres partis francophones qui disent oui, mais non, mais il n'y a plus de problème linguistique depuis la dernière réforme de l'État. Je me dis, les gars, mais c'est encore pire. Justement, quand je vois un président d'une OJ dire qu'il n'y a plus de problème pour tout ce qui est problème linguistique, je me dis, mais les gars, il faut avoir des œillères, quoi. Ouais, faut bien vraiment ne juste se concentrer uniquement sur sa commune ou autre, même sur Bruxelles. Enfin, je suis désolé, mais comment on peut avoir cette politique-là, enfin, dire sur autre chose. Honnêtement, c'est ne pas être face à la réalité. Malheureusement, encore une fois, c'est toujours, ils préparent parfois la coalition, parce qu'on est en Belgique, donc le gouvernement fonctionne par coalition. On a besoin du coup des partis gagnants également de l'autre côté du pays, et donc c'est toujours bien de leur faire les yeux doux. Leur dire oui, mais vous inquiétez pas, avec nous c'est pas du tout un problème, on mettra pas ça en avant, le fait de respecter finalement également les francophones. Oh là là, c'est compliqué. Ah, Young, c'est presque. Dios mio. Mais non, c'est compliqué. Mais en fait, surtout, tu peux très bien pouvoir travailler faire une coalition avec des partis démocratiques. Comme, désolé, mais par exemple, CDNV, OpenVLD sont des partis qui ne se revendiquent pas séparatistes. Là-dedans, il y a... CDNV dernièrement... Ouais, j'aurais pu dire Vorat avant, mais là maintenant, avec Conor Rousseau, ce qu'il mène comme politique un peu... il amène une sorte de nationalisme un peu flamand arrivé, un nationalisme de gauche, ça devient vraiment inquiétant. Et parce qu'ils s'adaptent tous, justement, ils ont tous abandonné devant le rouleau compresseur Belang et NVA, donc devant l'extrême droite, et plutôt que de le combattre comme un front démocrate, en fait non, ils préfèrent juste se réapproprier leur élément de langage, et ils ne gagneront, en tant que copie, ils ne gagneront jamais à ce jeu-là, et en fait en faisant ça, ils détruisent, ils rendent plus difficile la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui, tu vois, ils la rendent plus compliquée, ne serait tout simplement pour des intérêts électoralistes pour eux. En tant que parti, c'est la particratie qui est en train de ruiner notre pays également. Et eux, concrètement, ils jouent le jeu à donf, quoi. Mais déjà, ça, ils jouent le jeu, mais il faut quand même notifier que le parti, la NVA, est un parti qui ne mène pas la bonne gouvernance. Rien qu'à voir un peu dans l'actualité au Parlement flamand, actuellement, la ministre de l'Agriculture a mené une action par rapport à tout ce qui était conformité, par rapport à l'utilisation de l'azote dans l'agriculture. D'accord. Donc c'est quand même un sujet quand même assez intéressant, surtout que la Flandre est quand même une grande base de l'agriculture qui est quand même assez important. Comment est-ce que tu raté ça? C'est pauvre Castagne. Mais ils n'ont pas trouvé d'accord au niveau du gouvernement flamand, et du coup elle a mené ses idées à elle. Ok. Donc il y a vraiment une crise par rapport à ça, comme ce qu'il y a eu la réforme fiscale, la fiscalité au gouvernement fédéral. Il y a la même chose sur l'azote au Parlement flamand. Il n'y a pas eu d'accord avec le CDNV. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? NVA a décidé de mettre leurs idées en avant. Avancer le point sans accord, en fait. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas d'accord, moi je mets ce que je veux. Ouais, drôle de conception de la démocratie. Comment est-ce qu'on peut avoir, en fait, juste un aspect démocratique, comment est-ce qu'on peut travailler comme ça? Comment est-ce qu'on peut élire des personnes pour créer... En fait, à quoi sert alors d'avoir une majorité? Si quand il n'y a pas d'accord démocratique qui assure du coup la représentativité de chaque élu, comment est-ce qu'on peut mener une politique ainsi, en fait? Non, c'est clair. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est aberrant, et franchement c'est un parti que je ne comprends de moins en moins leur gestion, et c'est vraiment d'un ridicule. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me fait peur, parce qu'en Belgique là maintenant,
Ouf, Oh, sur le penalty, je ça. déconne. C'est vrai. Mais là, par contre, il y a quelque chose qui me fait peur, en tout cas en Flandre, c'est que on va faire face la première fois à l'abstentionnisme aux différentes élections. Mhm. Pourquoi ? Parce que aux prochaines élections communales et fédérales, communales et provinciales, les gens ne seront plus obligés d'aller voter. Donc c'est la porte ouverte à la Ouais, aux mobilisation extrêmes. de l'extrême droite. Ah, c'est clair. Donc C'est réellement, moi, les partis démocratiques qui ont voté pour ça, je ne comprends pas. Parce qu'on le voit très bien dans les différents sondages, CDNV baisse, OpenVLD baisse, Vorut, là, les trois premiers partis, c'est NVA, Vlaams Belang, Vorut. Ah. Donc trois partis qui ont quand même certains points quand même assez nationalistes. On a encore entendu, alors avec Conor Rousseau, tu avais réagi dessus par rapport à ce qu'il avait dit à Molenbeek. Comment est-ce qu'un parti socialiste peut encore réagir comme ça? C'est d'une tristesse en fait. Ça vient dragouiller l'extrême droite. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils font un peu de la tchatch à l'extrême droite en disant voilà, il y a toujours moyen de se réunir sur un truc, on déteste tout ce qui est non-flamand. Ils se réunissent là-dessus et ça devient vraiment triste parce qu'ils coupent vraiment une grande partie de la population à l'importance du projet commun. Ils veulent à tout prix en fait que tout le monde se conforme à l'identité flamande. Mais en fait, on peut pas obliger des gens à on peut pas obliger des gens en fait à se rabattre sur une identité. Il faut accepter leur identité, mais les inviter à nous rejoindre. Ouais, c'est clair. Et parce que là, on s'est beaucoup focus sur l'aspect linguistique. Et tu le disais plutôt justement, il y a aussi d'autres éléments qui sont importants et qui sont des combats. Enfin, en tout cas, c'est des combats que tu mènes. Notamment celui pour la TDAH. Ouais. Est-ce que tu voudrais bien l'expliquer justement à nos éditeurs? Ouais. Du coup, le TDAH, en fait, c'est le trouble dissociatif de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc en gros, c'est un grand nom pour dire que, en fait, malheureusement, il y a certaines personnes. Donc, moi, j'ai été diagnostiqué maintenant il y a quelques mois, TDAH. Donc je suis atteint de troubles de l'attention avec hyperactivité et aussi impulsivité. Okay. Donc ça veut dire que je suis prédispositionné à en fait avoir des problèmes de concentration. Comme par exemple, quand j'étais enfant, j'avais du mal à rester assis, je courais toujours partout, j'avais du mal à me concentrer pour mes cours. Je travaillais beaucoup sous la pression parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est bien. Le seul point positif pour le TDAH, c'est que quand on est sous pression ou quand on arrive en fait à se concentrer sur un sujet qui nous plaît énormément, on peut rester ce qu'on appelle dans une période de hyperfocus. Okay. Donc par exemple, parfois on travaille ensemble. Quand on travaille sur un sujet politique qui m'intéresse blindé, tu peux me voir travailler pendant 3 heures sur un communiqué de presse ou sur une position parce que je trouve ça hyper intéressant. Et par exemple, un exemple, quand je faisais encore des études vétérinaires, j'adorais mon cours d'anatomie. Il me restait 25 heures d'études encore à visionner. J'ai tapé 14 heures en une journée. Ah ouais. Sans quitter ma chaise. Juste pour aller aux toilettes, manger vite fait, mais devant mes cours. Et j'ai tapé 14 heures d'études en une journée. Mais bon, ça c'est le côté peut-être positif, mais il y a plein d'autres problèmes. On est prédispositionné à tout ce qui est du coup saut d'humeur, dépression. Il y a vraiment beaucoup de problèmes. Attends, je te mets un petit but là. Oh, attends, t'inquiète, Thibaut. Ouais, non, là, Sterling. Il n'a pas été courtois, il a été impoli pour le coup. Donc en fait, en gros, il y a vraiment ce problème-là, déjà de diagnostic. C'est quand même dingue de se dire que moi j'étais diagnostiqué à 23 ans. Il y en a qui se le font diagnostiquer à 30 ans. Et comment tu veux quel est processus. En fait, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, non, plutôt qu'est-ce que tu proposes? Comment tu voudrais insérer ce sujet justement là en politique? Déjà, en fait, il faut une meilleure approche en fait du TDAH qui est beaucoup méconnu en fait. D'accord. Moi je l'ai connu durant toute mon enfance et durant les cours aussi. C'est Maxime a des capacités, mais il fait pas grand chose. Okay. C'est juste que parfois en classe, je n'arrive pas à rester assis ou à rester focus durant 1 heure quoi. J'arrive pas. Il y a des moments durant mon blocus. Il y a des jours où je peux taper, comme je te dis, le jour où j'ai tapé 14 heures d'études, le lendemain j'ai même pas su faire 1 heure de cours quoi. Ouais. C'est très invariable. Ça crée du coup beaucoup en fait de culpabilisation parce qu'on se dit en fait on est traité de fainéant, on dit qu'on a des capacités mais on l'utilise pas. C'est vraiment. Il y a une frustration qui est créée du coup. C'est ça en fait et du coup on n'arrive pas en fait au résultat escompté. Du coup on se dit en fait on n'y arrive pas. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Et surtout que vu que le TDAH est quand même assez méconnu, on ne réalise pas en fait tout l'impact que ça a derrière. Sur par exemple avoir ça. En fait, le TDAH enfant, ça coche un peu toutes les cases de l'enfant un peu l'enfant turbulent. Ouais. Tu vois, l'enfant turbulent, il n'arrive pas à rester concentré, il bouge sa table, parle tout le temps, chambre en désordre, n'arrive pas à travailler pour les cours. En fait, ce qu'on entend un peu toujours, l'enfant turbulent quoi, et c'est vraiment de plus en plus
Presque. C'est de plus en plus en fait frustrant pour les jeunes de se dire, ben voilà, alors moi durant toute ma scolarité, j'arrivais toujours à réussir quand j'arrive à mes examens, mais durant le contrôle continu, je n'y arrivais pas tout le temps. Et Mhm. voilà, parce que je suis sous la pression. Et à ce moment-là, en fait c'est juste qu'on a, on a ce qu'on appelle aussi une déficience en fait de dopamine aussi dans le cerveau. Ok. Du coup, enfin, vraiment, je m'intéresse de plus en plus, donc c'est pas encore, mes connaissances sont pas encore, enfin, totales. Mais ne serait-ce que la sensibilisation à ce sujet-là, parce Tu vois, que... alors il faut un meilleur accompagnement, déjà un meilleur accompagnement, meilleur remboursement en fait aussi également pour tout ce qui est médicaments. Et le plus important en fait, c'est de pouvoir améliorer le diagnostic, de pouvoir le faire de plus en plus tôt et pas juste à. Enfin, moi je l'ai su parce que ma cousine a été diagnostiquée et m'a dit ouais bah écoute fais quand même un check et en fait on a réalisé en un an que toute ma famille du côté paternel est atteinte. Mon oncle aussi, bon j'ai plus de lien avec mon père, mais j'imagine que je pense qu'il y a moyen que lui aussi. Mon oncle l'est, mon cousin, ma cousine, j'ai deux petits cousins qui sont entre 5 et 10 ans et qui à mon avis tous les deux le sont aussi quoi. Ok. Il y a une base génétique aussi, mais qui n'est pas encore vérifiée. Mais le truc, c'est il y a beaucoup d'inconnus. Donc, il faut aussi également, il faut aussi pousser en fait toutes les recherches. Et justement, j'étais très content parce qu'avec Sophie, du coup, Ronnie qui pousse au fédéral, a accueilli des étudiants qui font leur thèse là-dessus. On va Mhm. pouvoir parler là-dessus. Et en fait, c'est juste, il faut pousser, il faut genre un meilleur financement en fait des recherches sur là-dessus parce que par exemple, le médicament que je prends pour pouvoir me concentrer. Quand tu regardes la notice, ils savent pas te dire quel est le plan d'action. Ils Ok. savent juste, ça fonctionne, mais on sait pas pourquoi. T'imagines, genre, Ouais. même en tant que parent, tu veux donner un médicament à ton enfant, tu sais pas comment il fonctionne. Ouais. C'est Ça hyper donne pas stressant. envie. Donc il y a vraiment envie, il faut améliorer en fait toutes les recherches, pousser, meilleur accompagnement auprès des élèves. Parce que là maintenant, ben, cette session-ci, c'est ma première session à l'ULB avec du coup le statut d'étudiant à besoins spécifiques. Mhm. Bah, c'est incroyable, ça a changé mes points quoi. Il y a vraiment une amélioration dans ma Ouais, session. une prise en compte, disons, du statut de l'état, entre guillemets, de la personne. C'est ça quoi. Alors, donc, le fait que. Et ça ça ne peut passer que par une sensibilisation au sujet. Ouais, pour et que puis surtout que j'ai accès, mais seulement avec un diagnostic. Donc déjà, juste, c'est compliqué de se faire diagnostiquer parce que quand t'es enfant, le pédiatre dit souvent, bah oui, bah, il écoute les parents. Mais si le parent, lui, n'est pas au courant de ça, il se dit juste, bah mon enfant est un peu turbulent, c'est Ouais. pas très grave. c'est Mais, minimisé, et puis après, voilà, ça a des c'est très conséquences. compliqué, en fait. Ouais, écoute-toi. Et je voulais parler brièvement aussi de l'alimentation durable, parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement. Et en effet, je pense que c'est quelque chose de central aujourd'hui, surtout quand on parle de durabilité, quand on parle de respect de l'environnement, quand on parle de santé également, hein, parce que je pense que c'est hyper vas-y. compliqué. Ah Ouais, on a du coup, gagné. voilà. Ah, on a gagné. Bah, on Ah a oui, non, mais fini. ça démontre ton patriotisme. Ouais. On a gagné alors que tu vas battre avec l'Angleterre, c'est bien. Ah non, attends. Au Non. contraire, on a gagné alors en parlant d'Angleterre, d'accord. D'accord. Mais non, effectivement, bah, l'alimentation durable, bah, en fait, dans ma quête de perte de poids, je me suis vraiment intéressé à la qualité de la nourriture. Mon frère étant médecin, il m'a surtout intéressé beaucoup à ça. Et de mon côté, moi, je regarde un peu et je pense qu'il est important de revoir notre alimentation parce que ça rentre en fait également beaucoup dans l'écologie en fait. Et tu vois, par exemple, il y a un truc que moi, non. Quoi? Manger local. Manger local. Tu vois, par exemple, il y a un truc qui, moi, me rend aberrant, c'est d'avoir les mêmes fruits toute l'année. Ouais. C'est pas normal. Il faut pouvoir commencer à remanger. Enfin, alors, moi, quand je parlais avec mes grands-parents, ils savent que à cette période-là, on mange ces légumes-là. Avoir des fraises toute l'année, c'est pas normal. Ouais. Avoir des tomates toute l'année, c'est pas normal. Et là, maintenant, par exemple, quand il y a des moments où j'ai envie de manger des raisins, je prends le paquet et je vois Afrique du Sud, je me dis bah non quoi. Je vois Argentine, je me dis bah non. Je regarde d'où il vient, je n'achète jamais tout ce qui est exporté, tout ce qui est importé hors Europe. D'accord, Ou pas mais vraiment dans t'as le cas- pas dans le cas à peur part, mais, T'as pas peur que justement il y ait une sorte de parce qu'il y a une résistance en fait, justement, en fait de par exemple manger local et faire attention aux fruits, aux légumes de saison, etc. Cette peur, elle est principalement culturelle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens, ils ont été habitués à manger des fraises toute l'année, imaginons, ils se disent le confort fait que ok, je vais pas faire attention à ça. Telle viande vient d'Argentine. Oh, c'est pas grave, Ouais, tu vois. Et le principal faut, frein aujourd'hui, il est culturel, donc il y a il une faut sensibilisation responsabiliser. préalable. Il Ouais. est important de responsabiliser un peu les gens parce que de réaliser que il y a certains conforts qu'on s'est donnés durant tant d'années et que malheureusement on ne peut plus avoir droit pour un meilleur, pour éviter par exemple, il y a un concept que j'aime beaucoup, c'est le concept d'énergie grise. Il faut pouvoir réduire au maximum son énergie grise. L'énergie grise, c'est quoi? C'est l'énergie consommée pour amener un produit jusqu'à chez toi. Ouais. Donc, par exemple, pour amener ta tomate jusqu'à dans ton assiette, quelle a été l'énergie consommée? La production, le fait de l'amener,
donc du coup genre le voyage avec que ce soit fait par avion, par bateau, avec du coup avec le véhicule. Et le but c'est vraiment d'avoir une sorte d'alimentation avec le plus petit taux nombre d'énergie grise. Parce que du coup ta viande, la bonne viande blanc-bleu belge. Non, c'est bleu-blanc belge, c'est ça hein. Blanc-bleu belge. Blanc-bleu belge, qui vient d'ici, aura une énergie grise réduite par rapport à ta viande qui vient d'Argentine. Ah. Par exemple, non, c'est clair. Moi, il y a un aliment que je ne mange jamais, c'est genre l'avocat. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, genre, c'est un avocat, où est-ce qu'il a été. Et puis l'argument peut être économique aussi. Finalement, c'est entre guillemets pousser, faire tourner cette économie justement pour nos agriculteurs, ou du moins au niveau européen, il y a une forme de patriotisme économique derrière. Mais c'est ça qui est important, c'est justement privilégier le circuit court. Et l'un des membres de Défi, donc Alexandre Maury, qui lui du coup est député à la province de Namur, ouais. Lui il fait beaucoup il travaille vraiment là-dedans, et c'est vraiment, il est important en fait de retourner vers nos agriculteurs qui sont de moins en moins amenés en fait à exercer leur métier, parce qu'ils ont de plus en plus de freins. Pour eux, ils perdent de l'argent. Oui. Ils perdent de l'argent sur leur litre de lait. Et parfois, on a encore vu il y a quelques années où ils venaient avec des tuyaux d'arrosage où ils venaient jeter leur lait sur les différents parlements. Il y a une importance de refinancer et de se restructurer sur l'économie locale. Parce que ça réduira déjà l'impact environnemental, et ça améliorera le circuit court et du coup l'économie locale. Complètement. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines fermes qui, en périphérie bruxelloise et partout ailleurs, mais qui du coup produisent leur nourriture. Et moi, j'ai déjà réduit. Et ça nous rend moins dépendants aussi. C'est ça. Je pense que c'est aussi essentiel d'aller à un niveau plus méta. L'intérêt pour un État de privilégier cela, ou pour le faire au niveau européen, simplement se rendre moins dépendant des importations étrangères. Et donc, vraiment, l'argument peut être appuyé sur différents points, comme tu as pu le citer plus tôt. Et pour moi, aujourd'hui, ça revêt un enjeu même central, parce qu'on l'a vu pour la question de l'énergie avec le nucléaire, et puis suite à la guerre en Ukraine. En fait, sur tous ces éléments-là, je pense qu'il y a une lecture qui doit être faite sur base d'un dénominateur commun, c'est qu'on doit promouvoir l'indépendance, que ce soit de notre État, mais aussi de l'Europe, face à des puissances étrangères, tout simplement. On peut commercer, on peut promouvoir des partenariats, mais on doit avoir la capacité d'indépendance, que d'autres puissances aujourd'hui font. Mais parce que là, on le voit encore là maintenant, avec la guerre en Russie, l'accès au blé, donc l'accès au pain, qui du coup, en fait, un impact également sur l'alimentation, l'alimentation de nos animaux, donc aussi des animaux d'abattage qui n'ont plus assez de blé, qui n'ont plus assez de grains. Donc en fait, c'est un grand impact, et on réalise en fait qu'on est dépendant vraiment de beaucoup de grands pays qui eux ont la possibilité qui sont focus sur l'export de leur nutrition, donc de leurs nutriments, donc tout ce qui était blé, etc. Mais non, il y a vraiment il est important en fait de revoir un peu notre alimentation, déjà juste pour notre santé, parce que moi j'ai réalisé que avec l'alimentation que j'avais, ma santé elle est de moins en moins bonne. Mais il y a ce qui est également important maintenant, c'est que ce qu'il faut aussi travailler là-dessus, c'est l'importance en fait de la bonne nourriture et accès à tout le monde. Oui. Parce qu'il y a en fait, c'est ce qu'on va connaître maintenant, c'est que le bio monte de plus en plus, mais c'est cher le bio. Je le vois déjà maintenant quand je vais au Colruyt. T'as les saucisses de poulet qui sont c'est pas un placement de produit. Non, pas un placement de produit. C'est genre, par exemple, tu vas là-bas, t'as des saucisses qui sont juste les saucisses normales, et puis t'as des saucisses qui coûtent plus cher, où il est écrit que la poule a été élevée en bon état, avec un bien-être, etc. Donc c'est un coût supplémentaire. Mais du coup, la nourriture, c'est de qualité supplémentaire. Et du coup, tu auras une qualité supplémentaire, tu auras moins de problèmes de santé. Ça veut dire que du coup, ceux qui n'ont pas assez de moyens vont devoir être obligés d'acheter des aliments de moins bonne qualité, et qui du coup auront des répercussions plus importantes sur leur santé à eux. Il y aura du coup carrément une sorte de discrimination par rapport à l'accès à la nourriture de qualité en fait. Ok, mais ça c'est un point d'attention. Écoute, je te remercie énormément. Bon, tu m'as battu aux 2 matchs. Je tiens à dire que ça fait longtemps. 2-1, ça va. C'est une défaite quand même. Mais je te remercie énormément d'avoir répondu présent pour cet épisode, et j'espère à très vite. Sûrement. Très certainement. Et je vous remercie également de nous avoir suivis, et je vous dis également à très vite.